Je crois que je me suis jamais senti libre. Quand j'étais gamin, je dépendais de mes parents. Et maintenant que je suis adulte, je dépends de mes factures. Vous allez me dire que c'est le cas de 99% des êtres humains. Oui. Sauf que, en parallèle de ça, on me dit également que la liberté n'a pas de prix. Ce qui est faux, vu qu'on monnaie la liberté contre le confort ou la sécurité. Tout ça, je m'en suis réellement rendu compte en lisant le discours de la servitude volontaire, de la Boétie. À l'intérieur, il explique 5 raisons qui poussent un être humain à échanger sa liberté. Je suis le notonnier, bienvenue à bord. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Boétie, donc on va revenir rapidement sur lui. Étienne de la Boétie est né en 1530, en Dordogne. Éduqué dans un cercle bourgeois, il a accès très jeune à la littérature. Il écrit son œuvre majeure, le discours de la servitude volontaire, à seulement 18 ans. Bon, normalement, à cet âge-là, ton plus gros flex, c'est de dire que t'as le permis. Lui, il a écrit un des fondements de la philosophie actuelle. Après, c'est pas un concours. Mais il n'est pas précoce que dans l'écriture. Il décédera à 32 ans, des suites d'une maladie. Ses textes ont été publiés post-mortem par son ami Montaigne, dont on aura l'occasion de reparler sur cette chaîne. Le discours de la servitude volontaire, c'est un petit ouvrage d'une 50aine de pages, qui est vraiment pas facile d'accès car l'écriture est très élégante, et à l'intérieur, il y défend une thèse majeure. L'homme pourrait vivre libre, mais il préfère céder volontairement sa liberté à des systèmes ou à des personnes. Pour quelle raison ? C'est le but de cette vidéo. Je vous propose qu'on analyse ensemble les 5 raisons qui poussent un homme à s'ôter soi-même sa liberté. Nous y voilà, c'est sûrement la première raison qui vous soit venue à l'esprit, la crainte. Lorsque nous avons peur, il est tout à fait naturel de confier notre sort à la personne qui maîtrise le plus la situation, voire même d'échanger notre liberté contre notre sécurité. Si l'on cherche une bonne illustration de ce principe, on peut la trouver dans l'attaque des Titans. L'humanité vit entre les murs gigantesques, les protégeant de l'extérieur. Ils acceptent d'être cloisonnés, manquant de nourriture et d'espace pour une seule raison, la peur des terribles Titans à l'extérieur. Cette peur est tellement grande que malgré le fait que les Titans n'aient pas percé le mur depuis 100 ans, ils continuent de vivre dans la crainte quotidiennement. Dans cet univers, il y a même le bataillon d'exploration, représentant la liberté dont l'objectif est de pouvoir découvrir le monde en dehors des murs. Les membres de ce bataillon sont tous assoiffés de liberté, et n'en peuvent plus d'être cloîtrés à l'intérieur des murs. La Boétie a d'ailleurs écrit une phrase qui pourrait les résumer. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et tout hors du monde, l'imaginent et la sentent en leur esprit. Et encore la savourent. Et la servitude ne leur est de goût, pourtant bien qu'on l'accoutre. Moi je vous avais prévenu qu'il écrit de manière un peu bizarre ce mec. La seconde source de servitude est l'habitude. Il est vrai qu'au commencement, on sert contraint et vaincu par la force. Mais ceux qui viennent après servent sans regret, et font volontiers ce que leurs devanciers faisaient sous contrainte. La Boétie explique ici quelque chose de simple. Imaginez qu'à la fin du mois, vous aviez une prime. Puis un jour, cette prime vient à disparaître. Vous étiez habitué à la toucher, donc vous ressentez directement le manque d'un mois sur l'autre. En fait, il vous manque 200 €, donc vous êtes là, oh, qu'est-ce qui se passe ? Rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout, c'est fini. Rembourse cet argent, j'en ai besoin. Sauf que les gens qui ont été recrutés après vous et qui n'ont jamais eu accès à cette prime ne ressentent pas le manque. Et c'est exactement ce que la Boétie exprime. Il dit que d'une génération à l'autre, on vient restreindre leur liberté petit à petit, de manière à ce que la première génération s'énerve parce qu'on leur prive de ses libertés, mais la deuxième, étant née dans ce monde où ces libertés n'existent pas, ils ne peuvent pas ressentir le manque. On ne plaint jamais ce que l'on n'a jamais eu, et le regret ne vient point sinon qu'après le plaisir, et toujours est avec la connaissance du mal. Un exemple de cette oppression progressive se trouve dans le film Hunger Games. Au départ, le Capitole prélevait simplement un impôt sur la production. Puis, s'étant rebellés, les districts se virent imposer un impôt sur leurs enfants, dans le but de distraire les riches dans des combats à mort. Au fil des générations, les conditions de vie continuèrent à se détériorer, sans que la population ne se révolte. Mais il existe aussi une autre manière d'éviter que le peuple se révolte, les distractions. Panem et circenses, du pain et des jeux. La Boétie explique que, pour priver les gens de leur liberté, on peut leur donner des distractions. Une cause extérieure sur laquelle se focaliser et mettre toute leur attention dessus. Et s'il y a bien une des raisons de la Boétie, de la servitude volontaire qui s'est développée ces 50 dernières années, c'est les distractions.
Dans le monde actuel, les distractions sont partout. Déjà, vous vous trimballez avec un petit outil numérique, là, comme ça, vous regardez et vous perdez toute votre attention. Dites-vous que je me suis mis des barrières sur les réseaux sociaux plus grandes que quand j'avais 17 ans. Donc là, plus j'avance en âge et plus mes barrières sont là parce que ma distraction est impactée de manière colossale. Mon attention est en chute libre, et la vôtre très certainement. Tout ceci nous empêche de nous rebeller vers une chose principale, car nous n'avons pas la possibilité de focaliser notre attention sur une seule chose. Donc de là à transférer toute notre énergie pour une espèce de rébellion, nous en sommes totalement incapables. Ça me fait penser à un épisode de Black Mirror, dans lequel les gens pédalent pour gagner des points, et les réinvestir uniquement dans des distractions. Des jeux, des programmes télé. Le personnage principal suit ce rythme de vie. Au début, il est très déprimé, mais suffisamment diverti pour ne pas se rebeller. Jusqu'à vivre un moment traumatisant, que je ne vous spoilerai pas, qui le pousse hors de ce système. La seule manière qu'a trouvé le protagoniste pour avoir le droit de s'exprimer et de reconquérir sa liberté, c'est de se priver totalement des distractions qu'apporte le système. Bon, c'est certain, la distraction c'est un piège. Mais cette distraction est un piège moins important que le manque de connaissances. Les hommes naissant sous le joug se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensent point avoir d'autres biens et d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état naturel l'état de leur naissance. Ce que la Boétie sous-entend, c'est que les gens peuvent se sentir libres sans l'être le moins du monde. Et si cet exemple vous parle, c'est parce que c'est la thèse de Matrix. Neo vit dans un monde où il a le sentiment que quelque chose cloche. Ce monde est similaire au nôtre, pour celui qui ne connaîtrait pas la réalité. Il fait alors la connaissance de Morpheus qui lui propose 2 pilules. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Neo choisit la pilule rouge. Ouais, sinon en fait y a pas de film les gars. Et il se rend alors compte de la réalité. Il est en fait un corps branché sur une machine qui le plonge dans une simulation informatique. La matrice. Pendant qu'elle utilise ses ressources corporelles pour produire de l'énergie. Tout ce temps, il n'avait été que l'esclave de machine, uniquement par manque de connaissances. Mais il existe une dernière raison de servitude selon la Boétie. La délégation d'autorité. La Boétie explique que pour qu'un chef d'État, un tyran, un souverain puisse correctement régner sur le peuple, il doit mettre des gens entre lui et la populace, et leur transmettre une partie de son autorité. Ce sont toujours 4 ou 5 qui maintiennent le tyran. Ces 6 ont 600 qui profitent sous eux. Ces 600 en tiennent sous eux 6000. Ainsi, le peuple a la possibilité d'accéder au pouvoir. Ils peuvent focaliser leur énergie sur le fait de grimper cette pyramide plutôt que de la détruire. Et c'est exactement ce qui se passe dans Star Wars. Au lieu de combattre les Sith, comme il l'avait promis, Luke choisit de les rejoindre pour avoir une place privilégiée parmi eux, ainsi que des nouveaux pouvoirs. Ce système est extrêmement bien réfléchi. Il pousse les humains les plus dangereux à jouer le jeu de la hiérarchie, pour avoir suffisamment de pouvoir pour faire changer les choses. Sauf que le système est suffisamment lent pour que les humains qui se soient fixé l'objectif de faire changer les choses depuis l'intérieur goûtent à un confort progressif et voient l'amélioration de leur vie sur quelques années. Une fois qu'ils sont arrivés au stade qui s'était fixé, ces êtres-là n'ont plus du tout envie de détruire la pyramide puisqu'ils jouissent d'un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant et d'un confort qu'ils veulent conserver à tout prix. Ils cherchent alors à conserver la pyramide à tout prix et deviennent un nouveau maillon de ce système. Ok, bon, je vous propose qu'on fasse une mise à nu. La vidéo a pris tout un tournant. Je vous propose qu'on fasse une introspection plutôt qu'une mise à nu et qu'on s'interroge sur laquelle de ces raisons vous touche le plus particulièrement et pourquoi. Alors, je vous demande pas forcément de l'écrire dans les commentaires, peut-être interrogez-vous et gardez la réponse pour vous. Si vous voulez le partager, je pense qu'on peut tous s'entraider et que ça peut nous enrichir personnellement. C'est vous qui choisissez. Les 5 raisons me touchent un peu toutes. La peur, ça m'a beaucoup touché à une époque, un peu moins désormais, parce que j'ai toujours eu l'appréhension de me lancer. Il y a toujours le truc de se demander, est-ce que je suis à la hauteur ? Est-ce que je suis suffisamment bon pour mon marché ? Est-ce que j'ai des choses à apporter aux gens ? Donc la peur, forcément, c'est un facteur limitant pour tous.
un facteur limitant de liberté, parce qu'on se dit je vais pas risquer quelque chose, est-ce que je devrais pas plutôt rester comme je suis et ne rien risquer? Aujourd'hui, ça me touche beaucoup moins parce que j'ai toujours été un peu intrépide et ce trait prend le dessus quand ma liberté est menacée. La seconde raison, c'est les habitudes. C'est peut-être la raison qui m'a le moins impacté parce que certes, j'avais des habitudes liberticides, mais j'ai pu les chasser et les remplacer par d'autres habitudes qui m'apportent bien plus de liberté. La troisième raison, c'est peut-être celle qui m'impacte le plus, c'est le manque de connaissances. Parce que je pense qu'avec suffisamment de connaissances, on pourrait réussir à acheter sa liberté. Donc c'est le point sur lequel je vais le plus travailler durant la prochaine année. Et le quatrième point, c'est la distraction. C'est le point sur lequel j'ai le plus travaillé cette année. Parce que j'étais très sensible à tout ce qui est réseaux sociaux. Faut dire que j'ai une grosse appétence pour ça. Je swipe comme un mongol, tout le temps. Alors aujourd'hui j'ai mis tout un système qui me bloque sur les créneaux en dehors de 17h et 19h, qui est assez pratique parce que du coup c'est aussi mes créneaux durant lesquels je vais à la salle. Et le sport se superposant aux réseaux sociaux, je préfère le sport aux réseaux sociaux et aujourd'hui j'ai des temps qui sont assez impressionnants par rapport à ce que c'était il y a quelques temps. Donc, problème résolu, maintenant nouveau problème. En fait la hiérarchie ça a toujours été la solution pour moi. J'ai une grosse appétence pour le pouvoir depuis toujours, et mes parents ayant compris ça, ils m'ont orienté vers des métiers dans lesquels j'étais susceptible d'obtenir du pouvoir, les métiers du management. Et aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi proche de pouvoir manager une équipe, d'avoir des responsabilités, d'être haut placé dans la hiérarchie. Je veux m'extraire de tout ça, parce que ma solution pour ça, c'est réussir à sortir de la pyramide pour me faire ma propre mini-pyramide. Et j'ai accepté le fait que dans tous les cas, je ne serai jamais libre à 100%. Si je veux être libre à 100%, ça sous-entend qu'à un moment donné, j'ai été mon propre esclave. L'esclave de mes projets, l'esclave de mes rêves. Alors, sur le papier c'est beau, mais dans la réalité je suis quelqu'un de très exigeant. Pas forcément mieux que le salariat, mieux que quoi que ce soit. Ce n'est pas une vidéo pour vous dire attendez, arrêtez tout, entreprenez, faites votre propre business, non. Mon objectif, c'est mettez le doigt sur ce qui vous entrave et choisissez vos entraves. Peut-être que parmi les 5, si vous pouvez chasser la peur, chasser le manque de connaissances, mais qu'au final vous êtes toujours pris par la hiérarchie, mais que vous l'êtes consciemment, c'est pas dérangeant. L'objectif, c'est juste, rendez-vous compte de la situation, rendez-vous compte de ce qui tue votre liberté. Et maintenant que vous avez réalisé le vrai prix de votre liberté, monnayez-la à son juste prix. C'était le Notonnier, vous êtes arrivé à quai.